Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer les sommaires. Une conférence scientifique s'est mardi sur les dossiers Boukangalonzo où l'ex-premier ministre Matata Ponyo est cité comme présumé détourneur. Situation sans précédent aux USA où d'après les calculs de la ministre de Finances Janet Yellen, à partir du 1er juin 2023, l'État risque de ne plus être en mesure de payer ses factures. Encore une fois, merci d'être avec nous. Plusieurs résolutions ont été prises au terme du sommet tenu à Windhoek en Namibie lundi 8 mai pour l'instauration d'une paix durable et d'une sécurité réelle à l'est de la République démocratique du Congo. Yves Mayele. Au terme du sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe tenu à Windhoek, en Namibie, le lundi 8 mai, la SADC décide ce qui suit. Le sommet a noté avec grande préoccupation que la situation en matière de la sécurité se dégrade et reste instable à l'est de la République démocratique du Congo et a fortement condamné à nouveau la résurgence de conflits et la reprise des activités par les groupes rebelles, y compris la répartition de rebelles du M23 en République démocratique du Congo. Les sommets a observé avec unité de silence et a exprimé ses sincères condoléances au gouvernement et à la population de la République démocratique du Congo pour la perte des vies au cours de conflits armés à l'est de la République démocratique du Congo. Les sommets a approuvé la position commune de la SADC, à savoir une approche plus coordonnée compte tenu de nombreux déploiements effectués en vertu d'ententes multilatérales et bilatérales à l'est de la République démocratique du Congo et a exhorté le gouvernement de la République démocratique du Congo à mettre en place les conditions et de mesures nécessaires devant faciliter la coordination efficace des forces sous-régionales et de partenaires bilatéraux qui opèrent dans le pays. Le sommet a tenu avec satisfaction la réaction positive de l'Union africaine à l'initiative de tenir un sommet quadripartite réunissant la SADC, la communauté de l'Afrique de l'Est, la conférence internationale sur la région de Grand Lac, la communauté économique de l'Est de l'Afrique centrale, avec objectif de coordonner et d'harmoniser les interventions de différents acteurs en République démocratique du Congo. Et enfin, le sommet a reconnu la reconnaissance exprimée par son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'égard du soutien indéfectible apporté par la SADC et de sa collaboration permanente à la restauration d'une paix et d'une sécurité durable à l'est de la République démocratique du Congo. Au cours du briefing de lundi 8 mai, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a fait le point sur la situation qui met en mal l'inquiétude de la population du Grand Katanga. Selon Patrick Mouyaya, cette crise de l'absence des maïs est occasionnée par quelques personnes mal intentionnées qui ont des connexions avec la Zambie. On l'écoute dans cet extrait choisi par Ginette Fika. On n'a pas de production locale suffisante, il fallait discuter avec les autorités zambiennes. D'abord pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, parce qu'on avait décidé, comme ça, quelqu'un a décidé, on ne vend plus le maïs au Congo. Et on ne laisse plus passer les maïs importés, ce qui vient par exemple d'Afrique du Sud. Mais ça, vous n'allez pas me dire, ça c'est politique parce qu'il y a un objectif clair de s'aimer la tension et de soulever la population. Parce que lorsque le prix du maïs était à 45 000 francs, vous l'achetez à 100 000 francs ou à 90 000 francs, bien sûr que ça vous énerve, ça crée une forme de surchauffe. Et donc ça, c'est politicien. Je dirais même pas que c'est politique, j'allais dire même que c'est démoniaque de penser porter les cynismes à un tel point.
les Congolais qui sont déjà dans des situations assez difficiles et que de manière délibérée, vous puissiez utiliser des réseaux qui empêchent aux Congolais d'avoir accès à une denrée principale. Mais là n'est pas le débat. Le débat aujourd'hui, c'est de dire comment nous répondons à ces besoins. Et je pense que les mesures vont être prises. On va travailler avec la FEC. On va planter, parce qu'il y a des saisons pour planter. Il y en a peut-être 2 par an. Je ne suis pas spécialiste sur le sujet. On va voir dans quelles conditions on peut le faire. Je vous ai parlé de la réquisition de plusieurs hectares dans toutes les provinces du pays. Le ministre des Affaires foncières a été associé à la réunion de CRI, à la réunion ECOFIN élargie, parce qu'il est question de mettre à disposition des terres à des compatriotes dans le pays pour s'assurer que nous avons une production suffisante pour couvrir nos besoins, et c'est sur quoi nous travaillons. Et puis dans le même registre, les questions en rapport avec les dossiers Bukangalozo, dans lesquels Matata Ponyo, ancien Premier ministre, était poursuivi pour détournement présumé des fonds publics, ont fait l'objet d'une conférence scientifique tenue ce mardi 9 mai par le professeur Gabriel Banza. Reportage. Gabriel Banza Malela Makuta, avocat et professeur de l'université de Lubumbashi, était ce mardi 9 mai 2023 l'hôte d'un club de jeunes intellectuels congolais qui l'avait invité à les éclairer sur ce précédent histoire de 2 arrêts contradictoires rendus par la Cour constitutionnelle dans une même affaire. L'orateur a commencé par considérer qu'il y a anguille sous roche d'assister à un tel cas de figure alors que dans son article 168, la Constitution de la République démocratique du Congo stipule que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont obligatoirement exécutoires et opposables à tous. Sans détour, Maître Banza Malela a déclaré qu'au nom du principe de l'exquature, le premier arrêt rendu en novembre 2021 prime sur le second datant de novembre 2022. Ce principe veut en effet qu'au nom de la non-rétroactivité d'une décision judiciaire, ce second arrêt qui apporte une correction au précédent, en ce sens, il démontre que nul ne peut être au-dessus de la loi, va désormais constituer une spéculation doctrinale pour la postérité. Plus concrètement, le conférencier a expliqué en droit les principes du doute et de la non-rétroactivité demeurent immuables et sont de pleine application dans le cas présent. Plus concrètement, il note que le premier juge Dieudonné Kalouba avait dit le bon droit selon le prescrit de la Constitution et devra être élevé en autorité pour cela. Il constate ensuite que le second juge Dieudonné Kaloumeta n'a pas démérité pour autant puisqu'il a agi pour le besoin utilitaire de l'avenir. La Cour n'ayant pas compétence de créer le loi, a détaillé le professeur Gabriel Banza dans son exposé, le bénéfice du doute profite à l'accusé. Mais même si, dans le cas des figures, l'affaire Bukangalozo n'est pas allée dans le fond pour traiter de la possibilité de sa culpabilité, la Haute Cour qui a autorisé sur son dossier l'emporte de par l'exclusivité de ses arrêts qui renvoient les justiciables des fins de toute poursuite. En effet, la Cour statue une et une seule fois. Autre chose à présent, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massango-Bibi, a accordé lundi 8 mai dans son cabinet de travail aux représentants pays de l'UNICEF une audience. Ils ont discuté sur la question de la participation de la femme aux élections prochaines. Reportage. Dans une audience accordée par la ministre du Genre, Famille et Enfants, son Excellence Mireille Massango-Bibi Moloko, au représentant pays de l'UNICEF en République démocratique du Congo, Grete Philippe Leaïti, le lundi 8 mai dans son cabinet de travail. Ces échanges ont tenu autour de la participation de la femme congolaise au processus électoral et à l'harmonisation des agendas sur l'activité à mener ensemble dans le cadre de la collaboration entre le ministère du Genre et l'UNICEF. L'année, c'est une année importante
année des élections, mais aussi avec le changement des ministres, on a dû patienter pour la discussion par rapport à l'ensemble des activités avec notre coopération. Donc, par exemple, l'année dernière, on a travaillé ensemble pour convoquer le Forum du FI. C'était le fin novembre dans l'hôtel du Fleuve. On aimerait voir la suite. Il y a aussi la question de comment travailler ensemble pour le processus des élections vis-à-vis de participation femmes et aussi vis-à-vis de vérification qu'il n'y a pas d'enfants dans le registre pour les élections de cette année. Et effectivement, d'autres volets de coopération. L'année dernière, on a assisté à la cérémonie pour le lancement du Conseil national des enfants et le Parlement. Les responsables pays de l'UNICEF a salué l'intérêt que son Excellence Mireille Massango Bibi Moloko a accordé à cet entretien et a profité à cette occasion pour saluer la nomination de cette dernière à la tête du ministère du genre. Débat politique, les Congolais veulent connaître qui est qui et qui fait quoi parmi leurs acteurs politiques et rangeux du côté d'affirmations gratuites. Le propos de Nicolas Kazadi, ministre des Finances, sur les candidats de la République qui sont actionnaires dans le comptoir de Kigali. Sami Bossongo nous en dit plus. Reçu par Jean-Marie Kassamba, responsable de la chaîne de télévision Télé 50 dans son émission GMK Today, l'agentier national de la RDC Nicolas Kazadi a, outre les décryptages des finances nationales, affirmé que parmi les candidats annoncés au scrutin présidentiel, il y en a qui sont actionnaires dans les comptoirs des matières premières établis à Kigali et qui se ravitaillent grâce à la contrebande aux dépens de la RDC. Déclaration de nature à ouvrir la boîte de Pandore et qui a réveillé la curiosité de Jean-Marie Kassamba, qui cependant n'a pas appris davantage sur la révélation malgré toutes ces questions et son insistance. Depuis, l'opinion congolaise est piquée au vif et veut connaître les noms des candidats présidents de la République qui sont actionnaires dans des comptoirs établis à Kigali et qui s'approvisionnent grâce à la contrebande, surtout à une période où la RDC est agressée par le Rwanda sous le masque du M23 pour plusieurs raisons, notamment le pillage de minerais du Congo. Du côté des internautes, la plupart d'entre eux ont réagi négativement, rangeant l'insinuation de Nicolas Kazadi dans la campagne de diabolisation traditionnellement orchestrée par l'Union sacrée contre les candidats présidents de la République. Il revient ainsi donc à l'argentier congolais de fixer l'opinion publique pour que son annonce ne soit pas prise comme une maladroite tentative d'affirmation gratuite ou comme une campagne de lynchage médiatique visant les challengers du président Félix Tshisekedi au prochain scrutin présidentiel. Dossier à suivre. Je l'ai annoncé au sommaire, une situation sans précédent aux USA où, d'après le calcul de la ministre des Finances, Janet Yellen, à partir du 1er juin 2023, l'État risque de ne plus être en mesure de payer ses factures. Suivez. Il est temps de mettre de côté les intérêts partisans et de faire ce qui est juste et nécessaire pour le peuple américain et éviter le premier défaut du gouvernement qui ferait s'écrouler les marchés, augmenter les coûts pour les familles et remettre en question leurs économies pour la retraite, ont écrit dans un communiqué commun les responsables démocrates au Congrès, Chuck Schumer, Sénat, et Hakeem Jeffries, Chambre. C'était en réaction aux conséquences pour les États-Unis de s'être approchés du plafond où ils ne pourront plus payer leurs dettes publiques. On rappelle que l'alerte relative a été donnée le lundi 1er mai courant par Janet Yellen, la ministre américaine des Finances. D'après ses estimations, dans un courrier adressé au président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, et rendu public par les Trésors, cela risque de se produire dès le 1er juin. Notez que jusqu'ici, les États-Unis ont pu éviter de fermer les services en jouant sur les différentes lignes comptables. Mais cette fois-ci, la situation économique est nettement plus précaire. Pour Janet Yellen, qui a promis de tenir le Congrès informé dans les semaines à venir au fur et à mesure qu'il y a évolution,
il est impossible de prévoir avec certitude la date exacte à laquelle le Trésor ne sera plus en mesure de payer les factures de gouvernement. Voilà pourquoi le Congrès américain doit régulièrement voter afin de relever le plafond d'endettement de l'État fédéral, une procédure réalisée à 78 reprises depuis 1960, le plus souvent sans débat particulier. Mais cette année, les républicains qui disposent depuis début 2022 d'une légère majorité à la Chambre refusent d'accorder ce qu'ils estiment être un chèque en blanc en faveur de l'administration du président Biden et veulent au contraire qu'une hausse de ces plafonds soit couplée à une coupe drastique des dépenses fédérales. Or, le gouvernement fédéral a atteint son plafond de 31 000 milliards de dollars mi-janvier, obligeant les trésors à prendre une première série de mesures avant tout comptables afin de rester au niveau atteint. Toujours en dehors de nos frontières, le monde est en un tournant décisif, a déclaré le président russe Vladimir Poutine ce mardi lors des commémorations du 9 mai qui marquent la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie. Je vous propose d'écouter le président russe dans cet extrait de son discours. Nous célébrons la journée de la victoire. Une journée pour laquelle nos aïeux qui se sont glorifiés de par leur nom ont défendu la patrie. Par le prix d'un courage sans limite et de nombreux sacrifices ont sauvé l'humanité du nazisme. Aujourd'hui, la civilisation se retrouve à nouveau à une période charnière. Contre notre patrie, à nouveau a été déclarée une guerre véritable. Nous avons repoussé le terrorisme international, nous défendons les habitants du Donbass, nous assurons notre sécurité. Pour nous, pour la Russie, il n'y a pas de peuple hostile ni à l'Occident ni à l'Orient. Comme la grande majorité des personnes sur la planète, nous souhaitons un avenir qui soit pacifique, libre et stable. Nous considérons que toute idéologie de supériorité par sa nature est répugnante, criminelle, mortelle. Cependant, l'élite globaliste occidentale continue à affirmer son rôle exclusif. Il divise la société, il provoque des conflits meurtriers et des renversements de pouvoir. Il sème la haine, la russophobie, le nationalisme agressif. Il refuse les valeurs traditionnelles qui ont été transmises dans les familles. Et tout cela pour qu'ils puissent continuer à dicter, imposer au peuple leur volonté, leurs droits, leurs règles et imposer leur système de violence et de soumission. Ce journal est terminé, je vous en rappelle les principaux titres. La conférence scientifique ce mardi sur les dossiers Bukangalozo où l'ex-premier ministre Matata Ponyo est cité comme présumé détourneur. Situation sans précédent aux USA où d'après le calcul de la ministre de Finances Janet Yellen, à partir du 1er juin 2023, l'État risque de ne plus être à mesure de payer ses factures. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.